Bonjour. Très content de vous voir en si grand nombre. On est plus d'une centaine en ligne. Je sais qu'il y en a qui écoutent la rencontre à plusieurs. Donc, je me présente, Guillaume Rémy-Arcis, conseiller pédagogique à Val-des-Serres, au centre de services scolaires du Val-des-Serres. Aujourd'hui, je suis ici pour un point de vue vraiment technique. Je vais juste vous donner quelques petites consignes. Si vous voulez ouvrir vos caméras, vous devriez pouvoir le faire. Les micros, c'est moi qui va les gérer. Donc, si vous avez des questions, à la fin, on va avoir une petite période de questions. On va pouvoir ouvrir la caméra. On enregistre la rencontre pour des fins de formation, peut-être aussi pour la verser sur le site de Deux mots de craie, mais il n'y a rien d'officiel encore. Donc, pour l'instant, sachez que votre visage pourrait se retrouver sur la présentation. Donc, libre à vous d'ouvrir votre caméra, mais ça fait vraiment plaisir de voir des visages. Hier, on avait oublié de le dire, puis il manquait il manquait un petit peu de vie. Donc, mais c'était super intéressant quand même, mais il y avait moins de vie. Donc, deux petites choses. On va vous demander pendant la présentation d'utiliser la conversation lorsqu'on va vous demander d'interagir avec nous. Mais si vous avez des questions pressées, s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, vous avez aussi accès à des bulles questions-réponses. Ce que ça fait, c'est que ça pose la question directement à un des organisateurs, puis ça ne la met pas tout de suite dans le fil de discussion. Donc, pour se centrer sur les interactions, on va pouvoir, on va commencer, on va vous demander dans le fond de passer par la question-réponse et je pense que ça fait le tour. Ce qu'on va faire aujourd'hui, un bref survol avec Diane de ce que c'est le parcours, pourquoi on le fait. Ensuite, on va passer avec Éric qui va nous présenter comment utiliser les textes. Éric Marchand, qui est conseiller pédagogique avec moi au Val-des-Serres aussi, qui va nous présenter comment utiliser les textes en classe. Ensuite, Hugo Lachapelle, encore du Val-des-Serres, va nous présenter comment utiliser les listes en classe. Et par la suite, je vais vous faire une petite visite guidée de la ressource du site pour que vous puissiez accéder à tout ce que vous allez voir aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, je vous présente Diane Bernier-Ouellette, consultante en littératie, chargée de cours à l'Université de l'île du Prince-Édouard, mais surtout le cœur de ce projet-là, le cœur de cette vision-là, celle qui nous a poussés dans ce défi un peu fou, mais qui a su insuffler toute sa passion pour qu'on puisse mener à terme cette première partie du projet. Donc, je te cède la parole, Diane. Ben, merci beaucoup, Guillaume, de nous aider à nous tenir alignés cet après-midi. Mais je dois préciser que vraiment, toute l'équipe est le cœur du projet. Vous allez voir à la fin de la rencontre tout le travail que ces gens ont placé. Alors oui, je suis Diane et je suis membre de l'équipe de Mouet de Craie. Et à mon tour, je vais vous souhaiter une très cordiale bienvenue à ce perfectionnement qui porte sur le parcours d'apprentissage en écriture, celui que Guillaume vous a justement présenté à à la clôture de Mouet de Craie. Donc, dans quelques instants, mes collègues vont vous présenter des façons concrètes d'utiliser le parcours en salle de classe. Mais avant ça, penchons-nous quelques instants sur ce que c'est un parcours et aussi pourquoi nous avons décidé en tant qu'équipe d'investir dans ce projet. Donc, une pratique puissante, courante dans nos salles de classe, probablement la vôtre, c'est d'offrir des listes de vérification à nos élèves afin qu'ils développent leur autonomie à réviser leurs textes de manière réfléchie. Or, les experts nous rappellent que l'apprentissage est rehaussé encore davantage, les attentes sont encore plus visibles lorsque nos élèves peuvent voir également des exemples de textes qui illustrent ces critères. Notre parcours d'apprentissage en écriture comprend donc, en plus de listes de vérification, des échantillons de textes écrits par des élèves à différents moments de leur parcours scolaire, s'échelonnant de la maternelle au début du secondaire. Donc, vous pouvez voir ici les couvertures des textes. Donc, on est une équipe, nous sommes une équipe de 8 mentors et CP, guidés par notre experte Mary Aaronworth, et vous voyez le nom de ces chouettes personnes à l'affiche,
Et nous, on a lu ensemble des centaines de textes provenant de classes situées dans différents centres scolaires communautaires, pardon, centres de services scolaires et aussi de différentes provinces. Donc, il y a peut-être même des gens ici présents qui nous ont fourni des textes. Donc, ensemble, après avoir lu les textes, on a identifié 18 textes. On aurait pu en identifier beaucoup d'autres. Il y en avait tellement, mais on en a choisi 18 textes d'information qui représentent, selon nous, une célébration du potentiel des enfants en tant qu'auteurs. Et si vous regardez le parcours à l'écran, vous vous demandez peut-être ce que représentent les lettres associées à nos textes. Eh bien, chaque lettre représente une année scolaire de progrès. Alors, tous les textes de notre parcours représentent ce qui est possible lorsque l'enseignement de l'écriture s'effectue de façon rigoureuse, sur une base régulière dans une école, année après année. Alors, ça, c'est un peu ce qu'est le parcours. Donc, vous vous demandez peut-être également pourquoi nous avons décidé en tant qu'équipe de consacrer autant de temps à la création d'un parcours. Il y a plusieurs raisons. Permettez-moi d'en partager deux cet après-midi. Donc, premièrement, Carl Anderson, que vous connaissez peut-être, il est déjà venu à l'île du Prince-Édouard. C'est un grand expert dans l'enseignement de l'écriture et dans un récent article, il explique bien, d'après moi, la première raison. Il vient renchérir ce qui fut mentionné plus tôt. Alors, Carl a dit, en enseignant avec des textes modèles, vous alignez votre enseignement sur un principe fondamental de l'apprentissage. Les gens apprennent généralement mieux en observant et en étudiant des personnes expertes dans ce qu'ils souhaitent apprendre à faire. Alors, cet après-midi, j'étais avec mes étudiants universitaires, puis j'étais en train de leur montrer comment faire des lectures à voix haute interactives et je leur ai montré plusieurs modèles. On a parlé des sports, on a parlé de la musique, tout ça pour s'entendre que les personnes, quand ils apprennent quelque chose de nouveau, ils aiment étudier des personnes expertes qui le font. Donc, Carl ajoute, en montrant à nos jeunes auteurs des textes réalisés par des élèves de leur niveau scolaire, en plus des textes mentors écrits par des auteurs publiés, vous rendez les possibilités d'écriture encore plus concrètes et accessibles pour vos élèves. Donc, ils verront que l'amélioration, c'est vraiment à leur portée, c'est possible de le faire grâce à des exemples proches de leur réalité, donc des enfants de leur âge. Alors, ça, c'était la première raison. Quant à la deuxième raison, bien, nous savons que comme nous, chaque personne enseignante ici présente, chaque équipe scolaire cherche continuellement à s'améliorer. Et heureusement, il existe de nombreuses recherches dans le domaine qui nous offrent de précieux repères. Par exemple, les écrits de Lynn Sherritt, qui, elle, est l'auteur de Clarity, co-auteur de Putting Faces on the Data. Et en passant, Lynn fut notre conférencière au récent pré-congrès de Mouet de Crais et elle fut vraiment appréciée. Aussi, vous connaissez sûrement M. John Hattie, on ne peut pas passer à côté de son travail. Ce monsieur a étudié près de 1140 méta-analyses, ce qui touche 260 millions d'élèves. Et lui, il a prononcé une conférence au dernier congrès en éducation inclusive. Et lui réitère, ainsi que Lynn, que parmi les leviers ayant le plus grand impact sur l'apprentissage des élèves, nous retrouvons ceux-ci. Donc, je ne vais pas tous les lire, mais ce que ces méta-analyses nous révèlent, c'est que ces actions pédagogiques peuvent accélérer l'apprentissage de beaucoup, y compris pour les élèves qui proviennent de milieux plus fragiles. Alors, nous parlons ici d'avoir des attentes élevées, des critères de réussite co-construits avec les élèves, des élèves capables de s'auto-évaluer, des enseignants d'une école qui s'alignent au niveau de leurs attentes et de leurs pratiques et qui évaluent régulièrement ensemble l'impact de leur enseignement sur l'apprentissage des élèves. Donc, tout ça, ce sont des leviers extrêmement puissants et vous allez voir que notre parcours d'apprentissage en écriture facilite de beaucoup la mise en œuvre de tous ces leviers dans une classe et aussi dans une école. Donc, je vais conclure en disant que nous espérons que ce parcours deviendra une référence utile pour mieux réguler le travail d'écriture de vos élèves, voir plus dans leurs textes et aussi vous centrer avec eux sur le développement de la compétence à écrire dans toutes ses facettes. Nous souhaitons vivement qu'il vous permettra d'avoir de grandes conversations avec vos collègues au sujet de l'écriture, au sujet de l'enseignement et aussi au sujet de l'évaluation. Et nous espérons par-dessus tout paver la voie à vos rêves au sujet de l'écriture et vos aspirations pour vos élèves et pour vous. Alors maintenant que vous en savez un peu plus sur le quoi et le pourquoi, allons vers Karine qui va nous partager des façons concrètes d'utiliser les textes du parcours.
Alors, Karine, je te laisse la parole. En fait, aujourd'hui, c'est Éric qui va présenter les textes du parcours. Moi, je l'ai fait hier pour les textes de maternelle du niveau A au niveau C, mais aujourd'hui, c'est Éric qui va y aller avec les textes du niveau D jusqu'au niveau H. Je le savais et je m'excuse, Éric. C'est à toi, Éric. Il n'y a pas de problème. Donc, Guillaume, est-ce que tu peux me mettre à l'écran? Tu y es. Tu y es, parfait. Donc, bonjour, je vais vous expliquer un petit peu aujourd'hui comment on peut utiliser les différents textes qu'on a dans notre parcours. Je vais partager la caméra. Donc, présentement, on peut se poser la question, pourquoi, est-ce que vous voyez tout le monde mon texte? Oui. OK, parfait. Je viens de perdre. OK, parfait. Donc, ce qu'on veut vous dire aujourd'hui, c'est pourquoi on a décidé d'utiliser ces textes-là en particulier. Donc, une des choses, c'est qu'on s'est aperçu qu'à l'intérieur de chacun des différents niveaux, les textes représentent l'équivalent d'à peu près une année de progression. Donc, on considère quand le texte du niveau A versus le niveau B, du niveau B vers le niveau C, on a à peu près l'équivalent d'une année d'enseignement efficace au niveau de la lecture. On a aussi choisi ces textes-là parce qu'ils ont tous des points forts, mais ils ont aussi tous quelques défis sur lesquels l'élève pourrait encore travailler. Donc, on les appelle nos textes parfaitement imparfaits. Il reste encore des petites choses à travailler, puis c'est tout à fait volontaire. On voulait avoir des vrais textes d'élèves. Finalement, les textes, ils sont complémentaires à l'intérieur d'un même niveau, ce qui veut dire que les défis du premier texte du niveau C, par exemple, pourraient être la force du texte le deuxième texte du niveau C. Donc, souvent, à l'intérieur du même niveau, les textes vont être complémentaires, les forces de un vont être les défis de l'autre. Passons maintenant à les textes qu'on va exploiter. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme exploitation de nos élèves en classe? Donc, on pourrait d'abord faire ressortir ce que l'élève fait de bien et s'en servir comme mini-leçon pour bâtir une mini-leçon. On pourrait aussi demander à l'autre, qu'est-ce que tu crois que cet élève-là fait de bien, puis ajouter, est-ce que tu pourrais me le montrer à l'intérieur du texte, à quel endroit il le fait? Et on pourrait aussi pré-identifier à l'aide de post-it les éléments que l'élève fait dans le texte et demander aux élèves ou aux enseignants avec qui on travaille, est-ce que vous pourriez prendre ces post-it-là et venir les déposer directement dans le texte de l'élève? Donc, c'est ce que je vais faire avec vous dans les prochaines secondes. Donc, on va regarder le texte du niveau E qui s'appelle le hockey, puis on va regarder ensemble là, ce que ce texte-là a de particulier. Donc, je vais le lire avec vous. Donc, on a une table des matières où on voit que l'élève à la page 1, page 2, page 3, page 4, page 5 et page 6 a nommé chacune des parties de son texte. On a ensuite une introduction que je vais vous lire. Donc, savais-tu que le hockey, comme nous le connaissons, existe depuis plus de 150 ans? Avais-tu déjà entendu parler du hockey? J'espère que oui, car ce sport est le plus pratiqué au Canada. Celui-ci est tellement pratiqué qu'en 1973, Sega a décidé d'en faire un jeu vidéo. Si tu veux en apprendre plus sur l'équipement, les endroits, les exploits, la patinoire, les équipes, les ligues, les coupes et les tournois, ce texte est pour toi. Vous pouvez en profiter pendant que je lis le texte pour essayer de nommer ou d'écrire là, ce que vous trouvez que cet élève-là fait de bien. Ça nous servira pour la suite de l'activité. Donc, ensuite, l'élève nous a présenté la première partie de son texte qui s'appelle Un char d'assaut humain. Pour jouer au hockey, il faut beaucoup d'équipement. Voici une liste de l'équipement pour jouer au hockey. Savais-tu que l'équipement d'un gardien de but peut peser 30 kg, soit le poids d'une femelle kangourou? Et il nous a présenté chacune des pièces d'équipement avec son utilité. Il nous a aussi présenté avec des étiquettes l'équipement d'un joueur et l'équipement d'un gardien de but. Ensuite, il nous présente la partie Un sport populaire. Savais-tu que le hockey se pratique dans la majorité des pays, mais principalement au Canada, aux États-Unis, en Russie, Suède, Finlande et la République tchèque? Le hockey se joue sur plusieurs surfaces. En voici une liste. Et là, il nous a fait un tableau où il nous présente chacune des différentes surfaces sur lesquelles on peut jouer au hockey et les avantages et désavantages de chacune de celles-ci. Donc, par exemple, pour les patinoires extérieures, il nous dit que le désavantage, c'est qu'il fait froid,
que la glace, ça peut être moins belle, qu'on ne peut pas en faire en été, que comme avantage, que ça nous permet de prendre l'air, que c'est moins polluant, que c'est moins cher. Et il le fait pour différentes surfaces, comme la patinoire intérieure, le gazon, la rue et le deck hockey. Ensuite, il nous présente différents records qu'on peut associer au hockey. Il nous donne des statistiques, des noms de joueurs, il nous donne des faits étonnants. Il nous présente ensuite la patinoire en nous donnant quelques explications sur cette patinoire-là qu'il a identifiée des fois sur la patinoire et il nous donne l'information supplémentaire autour. Il nous présente la ligue et les équipes dans lesquelles on peut s'inscrire au hockey et finalement les différentes coupes et les différents tournois. Donc, on pourrait regarder ce texte-là puis se poser la question, mais pourquoi on l'a choisi? Qu'est-ce que ce texte-là avait de merveilleux? Qu'est-ce que ce texte-là avait de parfaitement imparfait, comme je vous disais tantôt? Donc, par exemple, quand on regarde notre introduction, ben, ce qui est intéressant, c'est que l'élève, en commençant avec le « Savais-tu que le hockey, comme nous le connaissons, existe depuis plus de 150 ans », ben, il s'adresse directement à son lecteur. Ensuite, quand il dit « Est-ce que toi, tu as déjà entendu parler du hockey? J'espère que oui, etc. », il essaie d'accrocher son lecteur par un fait étonnant où il nous dit qu'en 1973, Sega a décidé d'en faire un jeu vidéo. Et finalement, il nous présente le contenu de son texte en nous en donnant un aperçu, en nous disant qu'il va pouvoir nous parler de l'équipement, des endroits, de l'exploit, des exploits de la patinoire, etc. Ensuite, quand on regarde la partie où il nous présente le char d'assaut, ben, il utilise des titres accrocheurs, cet élève-là, pour nous donner le goût de poursuivre la lecture. Il utilise des schémas, des tableaux pour rendre la lecture et la compréhension du texte encore plus simple. Ici, il nous fait différents tableaux où il présente les avantages et les inconvénients. Quand il nous parle des records, ben, il nous donne différentes sortes d'informations. Il ne se contente pas de nous donner des faits, mais il nous donne des détails, des dates, des statistiques. Cet élève-là, une de ses forces, c'est vraiment au niveau de la structure et l'organisation de son texte. Donc, il donne une organisation puis une structure où il va présenter l'information de façon variée. Et pour terminer, quand il nous parle de la Ligue, c'est une partie que je n'ai pas lue à voix haute, mais il nous donne vraiment des infos précises et détaillées qui montrent qu'il connaît bien son sujet. Par exemple, il nous dit qu'il existe 32 équipes, qu'il y en a 7 canadiennes, qu'il y en a 27 américaines, que dans chaque équipe, on a 12 attaquants, 6 défenseurs, 2 gardiens. Donc, on a vraiment des détails qui nous prouvent que l'élève connaît bien son sujet. Il commence aussi à utiliser des mots de transition, comme par exemple, ici, il va nous dire « en conséquent », il va nous rajouter ici qu'il existe aussi d'autres ligues. Donc, il ne le fait pas partout, mais il commence à le faire. Il utilise des mots d'experts quand il nous dit, par exemple, la OHL, la WHL, et il nous les précise, ces mots-là, pour aider son lecteur à bien comprendre. Donc, par exemple, quand il dit la OHL, il nous dit que c'est la Ligue de hockey de l'Ontario. Quand il nous parle de la LHJMQ, ben, il nous dit que c'est la Ligue junior majeure du Québec. Donc, il ne se contente pas de nous présenter des mots d'experts, mais il nous les explique aussi. Donc, un travail qu'on pourrait faire, c'est justement de demander aux enseignants avec qui on travaille, qu'est-ce que vous remarquez de bien dans ces textes-là? On aurait pu aussi juste présenter ces mots étiquettes-là ici, et demander aux enseignants, demander aux élèves avec lesquels on va travailler, est-ce que tu as des preuves dans le texte de ce que l'élève est capable de faire? Donc, est-ce que tu le vois des endroits où il donne des infos précises? Est-ce que tu vois des endroits où il précise certains mots? Et là, on pourrait s'amuser à venir placer les étiquettes et de demander à l'élève donc de faire la preuve, de nous expliquer pourquoi il a placé l'étiquette ici. Puis on pourrait demander aux élèves, et maintenant que tu l'as vu dans le texte, est-ce que toi, dans ton texte, tu serais capable de faire la même chose? Est-ce que tu l'as fait dans ton texte? Donc ça, c'est pour la première partie où on parle des textes qui ne sont pas annotés. Mais on vous a aussi préparé les mêmes textes qu'on a annotés pour vous. Donc, pourquoi on vous a présenté des textes annotés et pas annotés? Bien, pour permettre à l'enseignant qui est moins expérimenté de voir ce que le texte pourrait enseigner. On pourrait aussi utiliser les textes annotés pour rendre évident le fait que le texte il peut être utilisé à plusieurs reprises
pour enseigner plus d'un aspect. Donc, souvent, on a l'impression que parce qu'on travaille un texte et qu'on a travaillé un aspect, c'est terminé, il faut passer à un autre texte, il faut en trouver un autre. Donc, ici, avec nos textes annotés, mais des fois, on va voir qu'on peut travailler 5, 6, 7, 8, 10 choses avec le même texte. Donc, de réutiliser le même texte pour faire voir que les auteurs, ils ne font pas juste une chose dans leur texte, mais plusieurs choses. Et finalement, ça pourrait être aussi, on pourrait s'en servir pour que l'élève révise. On pourrait demander à l'élève, par exemple, est-ce que tu vois dans le texte annoté ce que l'élève a fait? Et toi, est-ce que tu le vois dans ton texte, cette même chose-là? Sinon, est-ce que tu pourrais le faire aussi pour rendre ton texte plus riche? Puis à quel endroit dans ton texte tu pourrais le faire? Donc, ça ressemble à ça ici. Donc, je vous en lis un petit extrait. Ça, c'est un texte du niveau H. Donc, le panda roux. Je me présente. Savez-vous que je suis le cousin de deux espèces complètement différentes? En effet, et aujourd'hui, en lisant mon livre, tu vas explorer mon monde à moi. Bonne lecture, j'espère que tu aimeras. Dis donc, vous prenez drôlement de place, vous envahissez mon habitat naturel. Il ne me reste qu'un tout petit espace qui est dangereux pour moi et qui se nomme le sol, car car les pires de mes prédateurs y vivent. Depuis que vous avez pris de mon habitat, je manque de ressources, ce qui pourrait causer ma perte. En plus, pour vous tenir au chaud, vous chassez des animaux comme moi pour faire vos manteaux, ce qui cause mon extinction. Voici ma famille. Je n'ai pas une très grande famille. Toi, en as-tu une grande? Je suis le cousin du grand panda et le cousin éloigné de la moufette. Mais je ressemble plus à la moufette qu'au panda. Je suis un mammifère, donc je ne ponds pas d'œufs. Mon temps de gestation dure environ 132 jours. J'accouche d'à peu près 1 à 4 bébés et on les appelle les pandais pour les mâles et les pandettes pour les femelles. Je n'ai qu'une seule grossesse dans ma vie. À table. Avez-vous faim? En tout cas, moi, oui. Je mange beaucoup d'aliments, puisque je suis omnivore, ce qui veut dire que je mange de la viande et des végétaux, comme toi. Je mange du céleri, du lichen, qui est de l'écorce d'arbre, et quelques petits fruits mélangés qui sont délicieux. Je mange aussi, exceptionnellement, des œufs d'oiseaux et des oisillons. Après, il y a mon repas préféré de tous les temps du bambou. Mais c'est très rare que j'en mange puisqu'il se trouve au sol avec les panthères des neiges, mon prédateur. Je dois donc surveiller mes fringales. Et le texte poursuit comme ça. L'élève nous présente le physique du panda et il termine avec une conclusion. Donc, on pourrait le travailler comme j'ai fait tantôt en posant des étiquettes, mais le fait d'avoir présenté dans le parcours les textes déjà annotés, ça vous permet d'avoir accès à notre réflexion à nous quand on a analysé ces textes-là pour se dire ben, qu'est-ce que cet élève-là fait de bien. Et Hugo va pouvoir vous présenter avec les listes de vérification comment on peut se servir de ces éléments-là pour aussi améliorer les textes de nos élèves. Donc, je passe la parole à Hugo. Donc, c'est incroyable, Éric, tout ce qu'on peut apprendre, merci, du texte d'un élève. Merci beaucoup. Grâce à toi, je suis sûr que les enseignants qui sont parmi nous ont une image plus claire de la façon d'utiliser ces textes-là en classe. Moi, je me vois bien personnellement comme enseignant me faire un coffre à outils avec tout ça, avec des textes de différents niveaux, rencontrer un élève en entretien en lui disant regardons, Gaston, cet auteur qui a écrit sur le hockey pour voir tout ce qu'il peut nous apprendre pour améliorer notre écriture. C'est vraiment un outil efficace, je pense, comme enseignant pour cibler des mini-leçons ou pour faire des entretiens. Mais les listes peuvent aussi être un outil puissant lorsqu'elles sont utilisées par les élèves pour nous aider à avoir une image claire de à quoi ça pourrait ressembler nos critères de réussite concrètement dans un texte. Un peu comme on les a vus dans les textes annotés. Je vais vous partager mon écran. Donc, pourquoi utiliser ces listes de vérification-là? Eh bien, une des premières choses qu'on pourrait se dire, c'est que ça pourrait être pour se rappeler quelque chose qui a déjà été appris, un peu comme un pilote qui connaît déjà, qui a déjà beaucoup de connaissances sur comment faire décoller son avion, mais pour être certain, ce travail-là, il est tellement important pour être certain de faire décoller son avion, puis pas qu'il arrive de malheur, ben, il va quand même utiliser lui aussi une liste de vérification. Les listes de vérification pourraient aussi nous servir à nous fixer des objectifs clairs, puis voir notre progression comme auteur. On pourrait faire une analogie aussi avec un athlète qui cherche avec sa montre à chronométrer son temps pour voir son progrès, puis voir si il évolue vers son objectif.
Toutefois, hein, pour qu'un élève soit capable d'utiliser les listes de vérification de façon efficace, ça prend un enseignement, puis ça prend aussi une planification de différentes opportunités où les élèves vont avoir l'occasion de se pratiquer à utiliser ces listes de vérification-là. Sinon, nos élèves vont cocher systématiquement toutes les petites cases qui se retrouvent sur la liste de vérification, puis ils vont ranger à nouveau la liste là, dans leur pochette d'écriture pour plus jamais ressortir ça. Donc, pour éviter ça, c'est important de prendre le temps de l'enseigner puis d'expliquer à quoi ça peut nous servir, ces listes de vérification-là. Alors, pour vous convaincre de la pertinence de l'utilisation des listes avec vos élèves, je ne voyais pas qui était la mieux placée que Carly, une élève de 4e année qui utilise une liste de vérification pour réviser son texte. Donc, pendant la vidéo, vous pourriez avoir 2 intentions d'écoute différentes. La première intention d'écoute que vous pourriez avoir, c'est comment Carly utilise sa liste de vérification. Donc, qu'est-ce qu'elle fait quand elle utilise une liste de vérification? La deuxième chose que vous pourriez essayer de remarquer, c'est qu'est-ce que vous aimeriez que vos élèves fassent comme Carly, elle, fait quand elle utilise une liste de vérification. Donc, vous pouvez ajouter vos réponses dans le clavardage au fur et à mesure que les idées vous viennent durant la vidéo. On va prendre le temps de les regarder à la fin. Donc, Guillaume, peux-tu partir la vidéo, s'il te plaît? Bonjour, Carly. Bonjour. Alors, bonjour, Carly. Bonjour. Alors, ce matin, nous avons regardé nos introductions dans les textes. Alors, toi, peux-tu me parler de ce que tu as fait avec ton introduction? J'ai lu mon texte à mon ami et je me suis dit peut-être que ça manque quelque chose. Et j'ai regardé ma liste et j'ai dit peut-être qu'est-ce que je pourrais mettre en donnant un aperçu du contenu de mon texte. Et j'ai dit peut-être que je pourrais mettre comme une phrase qui parle de qu'est-ce que ça va parler dans mon livre. OK. Est-ce que tu as regardé ou est-ce que tu as identifié les éléments que tu avais déjà dans ton texte qui étaient sur la liste de vérification? Oui, j'avais mis des informations dans mon texte. J'ai mis un crochet en mentionnant un fait étonnant et ou une information intéressante. OK. Peux-tu me montrer dans ton texte où est-ce que tu as écrit un fait étonnant? Désolé. Je suis en danger critique parce que le soldat est en danger critique et il a 4 pattes et des fois on l'appelle la licorne asiatique. Excellent. Parce qu'il vient de l'Asie. Et parce qu'il a 2 cornes, on l'appelle la licorne. D'accord, intéressant. C'est vrai que c'est un fait intéressant. Si je regarde le premier critère, ça dit j'ai clairement présenté mon sujet. Qu'est-ce que tu as pensé de ça lorsque tu as lu ton texte? J'ai pensé que on sait que c'est le soldat parce que j'ai fait comme un qui suis-je. Oui. Et je l'ai décrit ici. Oui. Et j'ai écrit son nom au cas où que tu n'avais pas écrit. D'accord. Alors, c'est clair. Ton sujet, c'est clair. C'est le soldat. Et tu as mentionné un fait intéressant. Et toi, tu as décidé d'ajouter la dernière... du contenu de mon texte. Excellent. Est-ce que tu veux lire la phrase que tu as ajoutée? J'ai ajouté, dans ce texte, je vais vous parler de l'apparence du soldat, d'où il vit, qu'est-ce qu'il mange et plein d'autres choses. Excellent. Très bien. Alors, Carly, ce matin, ce qu'on a fait, c'est qu'on a révisé nos introductions à l'aide d'une liste de vérification. C'est bien ça? Est-ce que comment tu penses que ça peut t'aider pour le reste de ton texte d'avoir une liste de vérification? Je pense que ça peut m'aider à ajouter des choses que j'aurais pas pensé à ajouter juste dans ma tête. Est-ce que ça pourrait m'aider? Ça pourrait t'aider pour les prochaines sections. Très bien. Merci beaucoup, Carly. Donc, je vais prendre le temps, on va prendre le temps de regarder quelques commentaires. Tout à fait, elle ajoute des phrases complètes dans son texte lors de l'étape de la révision. Elle semble regarder un critère à la fois et ensuite elle retourne dans son texte pour vérifier, modifier avant de passer au prochain critère de vérification, donc étape par étape. Elle ne prend pas pour acquis qu'elle a déjà l'information dans son texte. Nathalie, tu as raison. Elle peut encore l'améliorer.
Cathy, tu dis qu'elle fait vraiment le lien entre le libellé de la liste et les informations de son texte. Tout à fait. Oui, 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 tout à fait. En fait, Carly, on pourrait dire, si je résume un peu les commentaires qui sont dans le clavardage, on pourrait dire que Carly, elle utilise sa liste de vérification, hein. Elle lit sa liste, mais elle ne fait pas juste la lire sans se poser de questions. Donc, elle se questionne à chaque fois, voir si ces éléments-là, si elle pense qu'elle les a faits. Puis des fois, nos élèves, ben, c'est à ce moment-là qu'ils arrêtent, ils ne vont pas plus loin, ben, elle va aller vérifier dans son texte s'il y a certaines choses qui sont présentes, puis elle va le prouver en montrant l'endroit exact où ça se retrouve dans son texte. Donc, ça, c'est toutes les étapes par lesquelles elle va passer. Puis, moi, on dirait là, que Carly, j'aimerais vraiment ça, l'avoir dans ma classe, un élève passionné qui cherche là-dessus, sur le SOA, un animal que je ne connaissais pas en passant. Je ne sais pas si c'est votre cas. Donc, on sent qu'elle cherche à s'améliorer comme auteur, hein. On sent que son sujet, le SOA, ben, c'est tellement un sujet important pour elle qu'elle a fait des recherches, puis elle parle de ces recherches-là avec passion. Elle souhaite vraiment communiquer à son lecteur toutes ces nouvelles informations-là qu'elle a découvertes. Puis, si elle veut arriver à transmettre ses idées de la façon dont elle les a maintenant dans sa tête, ben, elle doit s'améliorer comme auteur. Puis ça, elle peut seulement le faire parce qu'elle connaît les prochaines étapes qui sont inscrites dans sa liste de vérification. On pourrait dire aussi que Carly, ben, c'est une élève autonome, hein. Elle s'auto-évalue, elle se relie, ça lui permet de déterminer son prochain pas, puis de se fixer des objectifs sans rien oublier. Ça la rend aussi responsable de ses apprentissages, puis de sa progression vers ses objectifs. Vous avez été plusieurs à mentionner qu'elle donne des preuves de ses apprentissages. C'est parce que les critères de réussite sont clairs pour elle qu'elle est capable de faire ça. La liste, je vais le répéter souvent, ça ne remplace pas l'enseignement. C'est parce qu'elle a eu d'abord un enseignement explicite lors de mini-leçons de comment écrire une bonne introduction, qu'elle est capable d'identifier maintenant des éléments dans son texte. Puis c'est aussi parce qu'on lui a enseigné la façon d'utiliser cette liste de vérification-là. Elle comprend aussi ce qui est écrit sur sa liste. C'est parce que les listes ont aussi été écrites dans un langage accessible aux élèves, puis que les énoncés y ont été discutés en classe auparavant. Quand on parle de langage accessible, c'est le langage qui est utilisé aussi dans les ateliers d'écriture. Donc, on utilise des mots comme mots d'expert, par exemple, lorsque vous allez lire ces listes de vérification-là. Carly, elle sait bien ce qu'elle doit faire avec une liste de vérification, mais ce n'est pas arrivé du jour au lendemain. Il ne suffit pas de donner à un élève une liste pour qu'il sache comment l'utiliser. Il faut lui enseigner à l'utiliser. Donc, d'abord, il faut introduire ces listes-là. Je vais vous partager. Donc, il faut introduire ces listes-là pour leur enseigner à l'utiliser en s'appuyant sur un texte mentor. Puis par la suite, on va pouvoir les soutenir vers un travail plus autonome. Donc, les listes de vérification, ça, c'est une liste de vérification de niveau E. Sont séparées en sections. Puis, je dois le dire, c'est des nouvelles listes qui ont été bâties. Ce n'est pas la même chose que vous utilisez habituellement dans les ouvrages de la Chenelière, par exemple. Puis, vous allez voir aussi dans ces listes-là, il n'y a pas rien sur la syntaxe, ni sur l'orthographe et les accords. Puis, je dois vous dire que ce n'est pas parce qu'on pense que ce n'est pas intéressant ou ce n'est pas important. En fait, c'est tout le contraire. On juge que c'est important la syntaxe, puis l'orthographe et les accords. C'est plutôt parce qu'on pense que vous avez déjà les outils dans vos milieux, comme la démarche de correction que vous utilisez déjà avec vos élèves, que vous avez déjà de travailler souvent, qui est un outil école. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas mis d'énergie dans cet outil-là. Donc, ça serait à utiliser avec vos outils à vous complémentaires pour travailler ces deux aspects-là. OK.
Donc, pour introduire les listes de vérification, ben, on pourrait faire une analogie avec une liste d'épicerie. Je pourrais leur dire que j'utilise une liste d'épicerie justement pour ne pas rien oublier à l'épicerie. Habituellement, mes élèves me connaissent assez pour savoir que je suis quelqu'un d'assez distrait, puis que ça m'arrive d'oublier. Puis, à la moindre personne que je rencontre, ben, je risque d'oublier ce que j'étais en train de faire. Donc, je pourrais leur dire que ben, ça va être important d'avoir sa liste, mais pas de la ranger dans ses poches comme moi je fais des fois à l'épicerie, qui fait que j'oublie des choses, des items quand je reviens à la maison. Ça va être important pour eux de se rappeler de l'avoir proche de leur texte, un peu comme une liste d'épicerie. Quand je fais mon épicerie, je l'ai proche de moi pour être sûr de rien oublier. Pour leur faire aussi comprendre l'importance du travail qu'on va faire, puis pour travailler l'autre aspect qui est plus de travailler, de se fixer des objectifs, puis de voir sa progression comme auteur, ben, on pourrait dire à nos élèves que certains entraîneurs de hockey ou d'un autre sport disent que pour faire le parfait tir du poignet au hockey, on doit être capable de se voir dans sa tête en train d'exécuter le tir. En écriture, c'est la même chose. On doit voir dans notre tête à quoi ça ressemble quand on veut atteindre notre objectif. Donc, je pourrais d'abord prendre une liste de vérification qui est d'un niveau inférieur à celui auquel je veux atteindre. Donc, si je dis, ben, mes élèves, là, probablement, à ce temps-ci de l'année, sont tous capables de me faire des textes qui ressemblent aux textes de niveau E, ben, je vais débuter le travail avec les listes puis avec les textes au niveau E. Puis ce n'est que plus tard que dans l'atelier, que je vais travailler avec les listes d'un niveau plus avancé. Donc, au départ, je pourrais leur dire quelque chose comme la liste des vérifications, chers auteurs, va vous rappeler les écritures, les qualités d'une écriture puissante dans un texte informatif. Ces qualités-là, vous les avez travaillées l'année dernière. Donc, on va regarder ensemble chacune des étapes, comme tu nous l'as dit tantôt, Émilie. Carly, elle regardait une étape à la fois pour aller voir ensuite dans son texte si cet élément-là était là. Donc, ce que je pourrais faire, c'est que je pourrais leur montrer cette démarche-là, puis leur dire, ben, ce qu'on fait, c'est qu'on lit en premier notre liste de vérification, on lit le premier élément sur notre liste. Ensuite de ça, on se pose la question, est-ce que l'auteur a fait ça? Puis, je vais essayer d'aller voir dans le texte pour prouver l'endroit exact où ça s'est passé. Une fois que j'ai une image claire de à quoi ça pourrait bien ressembler dans le texte, dans mon texte mentor, un peu comme tantôt Éric, ce qu'il vous montrait. Donc, une fois que je sais, ben, regarde, il a bien présenté son sujet, l'auteur, ben, à ce moment-là, je pourrais aller voir dans mon texte, comme auteur, si j'ai fait le même genre de choses. Si je n'ai pas présenté mon texte, mon sujet clairement à mes lecteurs, ben, oups, il va peut-être falloir que je révise puis que j'organise cette partie-là. Mais si j'ai fait ça, ben, je peux passer au point suivant dans ma liste de vérification. Puis c'est juste un peu plus tard que je sortirai une liste de vérification un petit peu plus tard après que j'ai enseigné certaines choses, que je ressortirai une nouvelle liste de vérification. Cette fois-là, la liste vers laquelle je veux que mes élèves arrivent à la fin de mon parcours, à la fin de mon enseignement. Puis là, je les inciterai à regarder un élément à la fois avec un nouveau texte pour être capable de voir ben, à quoi ça peut ressembler ce nouvel élément-là, par exemple, dans un nouveau texte de niveau F. Donc, au fur et à mesure qu'ils vont devenir meilleurs pour nommer les critères d'une écriture de qualité puis à le prouver dans leur texte, vous allez aussi vouloir les inciter à se fixer des objectifs puis à les garder bien en tête. Donc, vous pourriez aussi leur dire, ben, si je ne l'ai pas, ben, ça pourrait être quelque chose que je travaille dans mes prochaines périodes en mettant une étoile dans la marge. Je pourrais aussi soutenir ce travail-là parce que je veux qu'il se fasse de façon fréquente si je veux que mes listes de vérification soient utiles comme on a vu Carly faire. Donc, je pourrais à ce moment-là travailler avec mes partenaires, avec un tableau d'ancrage que je travaille en classe pour travailler le partenariat.
Puis, je pourrais leur dire, ben, tu pourrais poser des questions. Tu sais, sur quoi est-ce que tu travailles présentement? Ben, mon partenaire pourrait avoir cette liste-là proche de lui pour être capable de répondre à ces questions-là. Je pourrais aussi l'encourager en allant chercher quelque chose que j'ai remarqué qui se retrouve dans la liste de vérification. Puis je pourrais aussi lui donner de la rétroaction sur un sujet précis qui pourrait améliorer ou qui pourrait ajouter qui provient de notre liste de vérification. Donc, c'est toutes des choses que je pourrais faire pour soutenir le partenariat. Je pourrais également jouer avec eux à différents jeux, donc avec les partenaires. Je pourrais jouer à vos marques pré-révisées. Donc, la première chose, c'est qu'un des partenaires va piger un élément que je vais avoir découpé de la liste de vérification. Une fois qu'il va avoir sélectionné un élément, ben, ça sera au partenaire d'étudier dans le texte mentor un endroit où je pourrais retrouver un élément que j'ai pigé dans mon texte. Puis une fois qu'on a fait ça, ben, on pourrait essayer d'aller voir dans notre texte si on l'a fait ou si on pourrait s'inspirer de notre nouveau texte mentor pour ajouter des détails en lien avec ce qu'on a fait dans la liste de vérification. On pourrait même, certains enseignants, j'ai déjà vu certains enseignants coller cet élément-là dans le texte, dans un des textes mentors pour montrer à quel endroit que ça pouvait se passer. Ça nous fait plusieurs petites choses qu'on pourrait travailler. Puis on pourrait aussi jouer à Prouve-le, qui est un peu le même genre de jeu. C'est-à-dire qu'avec mon partenaire, ben, je pourrais tout simplement dire je vais piger un endroit, puis je dois trouver l'endroit où j'ai mis ça dans mon texte. Si je ne l'ai pas, ben, je peux me faire une étoile ou mettre un post-it pour revenir à cela plus tard. Donc, ça nous ferait quelques éléments que vous pourriez utiliser en classe avec vos élèves pour les soutenir à aller vers leur autonomie. Donc, comme enseignant, on pourrait s'en servir aussi quand je fais des entretiens pour donner des compliments aux élèves. Donc, je pourrais garder cette fiche, cette feuille-là proche de moi, puis ça pourrait, lors de la recherche, ça pourrait m'aider à donner un compliment. Ça pourrait aussi me donner une idée d'un objectif que je pourrais donner à mon auteur lors d'un entretien. Vous pourriez travailler avec le partenaire, avec les tableaux d'ancrage, avec les jeux à vos marques prêts, réviser et prouve-le. Puis vous pourriez aussi leur demander de réviser de façon autonome avec leur liste de vérification à leur côté, un peu comme une liste d'épicerie. Donc, Guillaume, sans plus tarder, je te passe la balle au rebond parce que je vois que j'ai dépassé un petit affaire mon temps. Guillaume, tu pourras nous présenter l'endroit où on trouve tous ces magnifiques outils-là qui ont été bâtis par l'équipe. Oui, j'y vais directement, justement. J'ai répondu à une question dans le clavardage. Pour l'instant, la plateforme ne peut pas accueillir de vidéo, mais ça s'en vient. Au sujet on a eu des questions, Hugo, parce qu'il y avait tellement de bonnes idées. Même moi, j'en ai vu des nouvelles aujourd'hui que je n'avais pas vues hier. Donc, pour revenir à la plateforme, pour l'instant, ce que vous pouvez retrouver, c'est sur le site de Mots de Craie. Il y a un nouvel onglet qui est apparu, Parcours d'apprentissage en écriture. On clique dessus. Vous allez retrouver la vision dont Diane nous a parlé, la citation qui nous a tous touchés puis qui nous a guidés tout le long de ce projet-là, puis qui va continuer à le faire parce que là, vous voyez aujourd'hui le volet informatif, mais on se lance dans le volet narratif et dans le volet opinion. Notre but, c'est vraiment de compléter cette boucle-là. Et l'outil qui va vous permettre, et ça, c'est grâce à Simon, notre concepteur graphique, qui a confectionné cet outil-là pour vous aider à vous créer des outils qui sont vraiment personnalisés. Tous les textes sont là. Si on va voir les textes qui concernent plus le deuxième et le troisième cycle, on pourrait prendre les textes de niveau E et F. Et ce que ça fait, c'est que ça va vraiment aller répondre aux besoins. Donc, si c'est D et E pour vous, vous prenez des E et F, et ça crée la trousse directement. Donc, vous allez cliquer sur liste de vérification et vous allez avoir les deux listes qui sont associées, donc les listes E et F que vous allez pouvoir télécharger facilement. Mais vous pouvez aussi avoir tout en même temps. Donc, les textes que vous pouvez télécharger individuellement, les textes annotés que vous pouvez télécharger aussi individuellement, mais si vous voulez vous simplifier la vie, vous cliquez
et tous les outils vont se mettre l'un à la suite de l'autre jusqu'à la fin. Donc, ça fait beaucoup, beaucoup de pages. Mais si je m'en vais à la fin complètement, parce que je vais vous montrer deux autres outils qu'on a placés à la fin des documents pour vous aider à rendre ça encore plus clair. On a pensé, puis ça nous a aidé aussi à confectionner les listes de vérification. Donc, vous avez toutes dans le fond, toute la vue d'ensemble des listes de vérification de A jusqu'à H. Et vous avez aussi un glossaire qui explique un peu le choix des mots. Parce qu'on a pris vraiment beaucoup de temps pour discuter de ce qu'est un aspect, un sous-aspect pour nous, les mots importants, les mots précis. Donc, pour vous amener dans nos discussions, on a créé ce glossaire-là aussi. Avant de vous laisser, donc, si vous avez une chose que vous aimeriez apporter dans votre classe, nous, notre prochain pas, je vous l'ai déjà dit, c'est de faire le narratif, l'opinion. Ça serait quoi votre prochain pas à vous? Et inquiétez-vous pas, si vous avez des questions par rapport à tout ce qui s'est dit aujourd'hui, je vous l'ai dit, il y a des capsules qui sont en train de se préparer. Une autre chose, si vous avez des questions, vous pouvez vous adresser aussi à parcours@demoetdecret.ca et vous allez pouvoir envoyer vos questions, vos besoins. Puis c'est un outil qui se veut évolutif. Diane l'a bien dit hier lors de la formation avec le premier cycle. Ce qu'on veut, c'est dans le fond, l'idée, c'est d'être une communauté qui va apprendre ensemble, qui va grandir ensemble. Donc, on le fait 8 mentors ensemble, mais on le sait qu'il y a plein de textes, plein de beaux textes qui se trouvent un peu partout au Canada, en Belgique, dans les pays francophones. Donc, l'idée, c'est vraiment de nourrir, je vais l'appeler cette bête-là, là. C'est l'idée de nourrir cette ressource-là, cet outil-là, pour qu'on grandisse ensemble, puis que vous puissiez avoir des discussions avec vos élèves, mais aussi avec vos collègues. Donc, n'hésitez pas à partager la bonne nouvelle. Puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. On est là pour ça. Je tiens à remercier tout le monde, tous les formateurs qui étaient là avec nous aujourd'hui. Donc, Éric et Hugo et Diane. Mais il y a aussi d'autres gens qui ont pu se joindre à nous aujourd'hui, donc qui étaient derrière ce projet-là. Mylène, Annie, Rachel, qui sont là aussi, qui nous ont épaulés à travers ça. Puis tout ça ne serait pas possible sans Demoetdecret aussi qui a été là derrière nous tout au long du processus.